Maire du 3e arrondissement, et je suis donc délégué à la culture, à l'événementiel, à la mission quartier, au patrimoine dans l'arrondissement. Alors, je n'ai pas pu être présent dans la dernière conférence, je le regrette. J'ai essayé de rattraper cette absence ce soir, donc je suis un petit peu bousculé dans l'emploi du temps, mais bon, je tenais à être là ce soir parce que tout le monde m'a parlé, beaucoup de personnes m'ont parlé de la conférence que vous avez faite la dernière fois, et beaucoup de personnes m'ont dit que du bien. Donc je me suis dit qu'effectivement, quand on avait des intervenants de qualité, il était normal de venir au moins les présenter et au moins les soutenir en début de présentation, ce que je ferai ce soir. Alors, je vous remercie tous de votre présence. Alors, vous êtes dans une configuration un petit peu exceptionnelle ce soir, puisque vous êtes la vous avez la salle du haut, qui est plus grande, qui est une vraie salle de conférence, simplement pour des raisons évidentes de travaux. Cette salle n'est pas disponible actuellement, elle ne sera pas pendant une année, puisque nous sommes en train de la refaire intégralement, mais je pense que ce sera une salle qui sera magnifique après, et je vous invite d'ores et déjà, pour les prochaines conférences que vous pourrez donner là-haut, l'année prochaine, vous verrez que ce sera dans un lieu magnifique. Alors, au nom du maire de l'arrondissement, Justin Philippe, j'ai le plaisir de vous recevoir donc dans cette mairie du 3e arrondissement. Alors, c'est l'année des manifestations camusiennes, puisqu'il y a tout un tas de manifestations qui sont organisées dans le pays pour les 50 ans de la disparition d'Albert Camus. Maintenant, donc, il est professeur des universités de mathématiques, de linguistique, d'épistémologie et de management stratégique, donc quelqu'un qui a pas mal de cordes à son arc. Il est expert judiciaire pour la Cour d'appel de Lyon, il est spécialiste d'études léonardiennes, puisqu'il y a à la fois une conférence sur Léonard de Vinci, et spécialiste de Van Gogh, écrivain, poète, auteur dramatique, metteur en scène, et peintre également. Donc vous voyez, c'est vrai que quand on est homme politique ou femme politique, il y a un problème de cumul, c'est qu'on a 2 mandats, on est en situation de cumul. Je vois que pour l'art, en revanche, il n'y a pas de problème de cumul. En tous les cas, c'est pour notre plaisir de donner tous ces mandats. Alors, je ne vais pas être plus long, c'est pas moi que l'on est venu écouter, c'est vous. Donc, je vais vous laisser la parole tout de suite. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je serai obligé de partir, mais en tous les cas, je tenais à être présent pour cette première présentation, enfin, en tous les cas, cette présentation. Voilà, merci, bonne soirée à tous. Merci bien pour l'accueil dans cette mairie. Effectivement, vous l'avez dit la première fois, ça s'est très bien passé. D'abord, vous avez été très ouvert aux propositions du sujet. Bon, là, avec Camus, c'est un peu différent, parce que c'est carrément l'année. Alors, donc, je vais commencer tout de suite. C'est difficile devant un public français de surprendre les gens par rapport à Camus. D'accord, parce que je vais partir du principe que vous avez tous lu l'œuvre de Camus. Je ne vais pas faire de découverte de l'œuvre. Le problème, c'est de voir Camus en tant que philosophe. Alors, on a une tendance très claire à considérer qu'en fait, il a une écriture élémentaire, certainement une pensée profonde, mais on reproche un peu le caractère élémentaire. Vous pouvez d'ailleurs le voir avec amusement dans l'édition de la Pléiade, où les gens disent quand même qu'ils ont fait des corrections au niveau de la ponctuation, parce qu'elle est pas très rigoureuse. Alors, on a un peu cette tendance à, d'une part, bien connaître Camus et en même temps le sous-estimer. D'autant plus en France, parce qu'en fait, il est des nôtres, et des fois en France, quand quelqu'un est des nôtres, ben, on s'exprime plus facilement sur lui de façon négative. Donc heureusement, il a eu le prix Nobel de littérature, donc on ne peut pas lui reprocher ça. Par contre, vous avez vu qu'au cours de cette année, on a eu toute une problématique par rapport à son statut en tant que philosophe. Alors, il a même été accusé de philosophe de terminale, dans le meilleur des cas, donc philosophe pas du tout. Et puis, on a eu des gens qui se considèrent comme spécialistes du domaine, qui ont considéré que ce n'était pas une configuration analogue à celle de Sartre. On a eu aussi le problème du Panthéon, donc je pense que vous êtes au courant.
C'est une problématique qui, selon moi, est vraiment hors cadre de la politique. Je pense que c'est une très bonne idée. Jamais personne n'a dit quoi que ce soit par rapport à la proposition effectuée sur Malraux, où tout s'est bien passé. Donc sur Camus, et je trouve en plus que pour quelqu'un qui a écrit L'étranger, ça a de circonstances, les choses. Donc, on va dire qu'on connaît bien Camus et en même temps, on ne le connaît pas bien. Alors, il suffit de voir par exemple les essais à la Pléiade, donc ça représente un nombre de pages considérable. On connaît assez peu finalement certains essais. Enfin, je ne sais pas qui d'entre vous a lu Prométhée de Camus. Oui, c'est pour vous donner un exemple. Mais ça existe, c'est là. Et je ne sais pas qui d'entre vous a lu Les Possédés de Camus. Alors, Les Possédés de Camus, évidemment, ce sont les possédés de Dostoïevski et pas de Camus. Donc, si par exemple le conférencier commençait en disant que vous ne pouvez pas comprendre le programme élaboré par Camus au niveau de son écriture si vous n'avez pas lu Les Possédés. Donc là, tout de suite, vous êtes en porte-à-faux, vous vous dites ça c'est une critique acerbe dans les conférences, comment on va s'en sortir. Quand on s'en sortira pas, il suffit de lire, hein, donc vous allez voir. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'on va raconter, je vais parler donc, de Camus, qui se présente lui-même par rapport à ça. Et alors, il dit quelque chose qui est relativement simple, mais on n'en tient pas beaucoup compte. Donc, je voulais d'abord exprimer la négation sous trois formes: romanesque, du feu de l'étranger, dramatique, Caligula, le malentendu, idéologique, donc le mythe de Sisyphe. Je prévoyais le positif sous trois formes encore: romanesque, la peste, dramatique, l'état de siège, et les juges, idéologique, l'homme révolté. J'entrevoyais déjà une troisième couche autour du thème de la mort. Alors, donc c'est l'auteur qui parle de son œuvre. C'est assez intéressant parce que quand on a eu une analyse du point de vue sociologique et même psychanalytique de l'œuvre de Camus, en réalité, la troisième couche est celle de la culpabilité. Alors, ils n'en ont pas du tout tenu compte en termes d'amour. Alors, c'est toujours intéressant, vous savez, en littérature, on a l'impression que tout est clair. Et après, ensuite, on a les œuvres posthumes. Et là, ça gêne toujours les spécialistes de littérature, parce que quand ça remet en cause l'ensemble, alors vous savez, il avait déjà écrit La mort heureuse. Je ne sais pas si vous avez lu La mort heureuse, c'était en 1971, donc c'était une œuvre beaucoup plus ancienne. Mais surtout, il a écrit le premier homme, qui est paru en 1994, grâce à l'intervention de sa fille. Donc, vous imaginez, ça fait quand même 34 ans après sa mort. Et le premier homme, en réalité, c'est le premier volet de cette thématique sur l'amour. Donc, c'est décrit comme la première étape, si vous voulez, de la trilogie. Et donc, vous voyez qu'en fait, la trilogie n'apparaît que 34 ans après. Alors, par exemple, moi, j'aimerais pas être à la place du spécialiste qui a analysé son œuvre en 1979, en pensant qu'elle était complète. Et donc, dans cette œuvre-là, il ne parle pas du tout de ce que je viens de vous lire, donc ça, vous pourrez le vérifier quand même. C'est dans le mythe de Sisyphe, donc une œuvre importante, charnière. Alors, Johan, mettez-moi en main complètement. Alors, on va aborder, si vous voulez, Camus de cette façon programmatique. Voilà. Alors, vous avez les dates. Vous avez les dates. Donc je pense que ça, c'est des œuvres que vous connaissez tous. Alors elles sont vraiment essentielles. Alors des fois on ne fait pas trop attention. Alors dans le mythe de Sisyphe, donc vous remarquez que le mythe de Sisyphe est considéré par Camus lui-même comme l'approche idéologique de la négation, donc de l'absurde. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans le mythe de Sisyphe, il y a un passage sur Kirillov. Un célèbre passage sur Kirillov, qui est un des personnages des possédés. Vous voyez? Donc, c'est une... Il ne change pas son point de vue, alors, pour qu'elle soit incontestable,
les possédés sont une des 4 ou 5 œuvres que je mets au-dessus de toutes les autres. À plus d'un titre, je peux dire que je m'en suis nourri et que je me suis formé. Il y a près de 20 ans, en tout cas je vois ces personnages sur la scène. Alors, il parle évidemment des possédés de Dostoïevski. Alors vous comprenez, si j'étais totalement sincère, je vous dirais que si vous n'avez pas lu Dostoïevski, vous ne pouvez pas comprendre Camus. Mais là, ça ferait de la peine aux Français, parce qu'ils se diraient, si en plus il faut connaître la littérature russe pour comprendre quelqu'un qui est de nous, et en réalité, on va le voir tout au long, donc vous ne le voyez pas sur cette couche, mais on le verra aussi avec les justes. La thématique de la littérature russe est très importante dans l'œuvre de Camus. Non, laisse-le prendre ça. Mais je voulais dire qu'elle était annoncée déjà du point de vue idéologique dans le mythe de Sisyphe. Alors, vous savez bien, on a une tendance à regarder par exemple l'étranger comme une œuvre simple au premier abord. Il en est de même pour le malentendu. Alors, il faudrait plutôt le comparer, en réalité, à un philosophe comme ça. C'est-à-dire que c'est un homme de théâtre, mais qui écrit du théâtre, qu'on pourrait qualifier de cérébral, si vous voulez, et qui sert à vulgariser sa pensée philosophique. Bon, pour vous donner un contre-exemple par rapport à ça, par exemple, si vous prenez Beckett, qui est un très grand homme de théâtre, il n'a pas une approche philosophique, c'est-à-dire que la philosophie sort du théâtre. Alors que chez des gens comme Camus et Sartre, il y a d'abord l'œuvre philosophique, et ensuite elle est diffusée via le théâtre, considérant que c'est un élément moteur en termes de vulgarisation. Donc, vous comprenez bien, par exemple, si vous avez lu Les Mouches de Sartre, ou si vous avez lu n'importe quelle autre pièce de Sartre, le but de cette soirée, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de comprendre l'être de néant. Ce n'est pas le point de vue. Le point de vue, c'est au contraire. Certains peuvent être touchés, par exemple, par le théâtre de Sartre, et via ça, aller voir ce qui se passe au niveau philosophique. Il y aura évidemment les philosophes qui aborderont directement son œuvre et regarderont comment elle est vulgarisée à travers le théâtre. La proposition de Camus, que je vous ai lu précédemment, vous voyez en fait qu'il va établir ces 3 couches, donc toujours le romanesque, le dramatique et l'idéologique, et il va commencer donc par la négation, le positif et la lettre. Il a eu le temps, dans les faits, de ne créer que les 2 premières couches de ce programme à 3 couches, qu'on pourrait qualifier un peu comme un réseau neuronal, et on pourrait se demander en fait quel est le cheminement qui traverse l'ensemble de la structure. Alors vous voyez donc toujours dans le cadre du romanesque dramatique et idéologique, il a un positionnement qui est du type comme un squelette. Donc le squelette est fabriqué par l'idéologie, donc il va positionner vis-à-vis d'un essai. L'essai, donc c'est le mythe de Sisyphe. Alors commençons par là. Donc vous vous rappelez, séparé en 4 morceaux, on commence par le raisonnement absurde, qui est par l'absurde. Et c'est assez important, c'est toujours cette fameuse phrase qu'on lit toujours, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Bon. Donc c'est une référence évidemment à Nietzsche. Alors il faut bien vous rendre compte, je pense que vous en êtes conscient, que vu l'âge de Camus au moment où il écrit, il est né en 1913, vu l'âge de Camus au moment où il écrit le mythe de Sisyphe, avant de commencer son livre avec une telle affirmation, vous comprenez bien que ça met à mal un grand nombre de philosophes dans le domaine. Donc ce n'est pas une façon, si vous voulez, très conventionnelle de commencer son œuvre philosophique. Je précise donc que la première phrase de l'œuvre programmatique de la première couche concerne le suicide. Il ne faut pas vous étonner, j'espère que je ne gâche pas la fin de ceux qui l'ont pas lu, mais Nicolas Stavroguine se suicide dans les possédés. D'accord? Alors, c'est assez intéressant de voir que la thématique du
traverse toute l'œuvre de Camus. Donc, si vous voulez, des œuvres les plus récentes, par rapport à son âge, jusqu'aux plus anciennes, les procédures est très près de l'âge de sa mort, où il y a un effort de positionnement philosophique, donc il n'est pas justement du type d'être le néant, c'est plutôt l'être face au néant. Alors, dans un premier temps, ce qu'on voit sur la première couche, la négation, c'est une prise de conscience de l'absurdité du monde. Alors, cette prise de conscience de l'absurdité du monde peut mener au suicide, c'est une des propositions de Camus, mais ensuite il va refuser le suicide en disant que la façon de vivre la vie qu'on aime, c'est justement la révolte par rapport à ce positionnement. C'est-à-dire que le suicide est une résolution de l'absurde, mais il considère qu'il n'y a pas de vie sans absurde. Donc il ne faut pas le résoudre, il ne faut pas l'enlever de notre vie, au contraire, il faut l'utiliser pour pouvoir se révolter. En réalité, si vous voulez, c'est l'utilisation d'un obstacle. Un obstacle permet de dépasser les difficultés. D'accord ? S'il n'y a pas d'obstacle, vous avez une trajectoire linéaire, normale. S'il y a un obstacle, vous devez le dépasser. En le dépassant, vous arrivez aussi à transcender votre être sur le plan philosophique. Et donc, ce n'est pas étonnant, donc passe un peu au-dessus, on reviendra, que dans la page, si vous voulez, positive, on se retrouve, voilà, on se retrouve cette fois avec une thématique analogue, mais on retrouve tout de suite l'homme révolté. C'est-à-dire que la continuation sur le plan philosophique du mythe de Sisyphe, qu'il faut imaginer heureux, vous vous rappelez, eh bien, c'est l'homme révolté. Alors, c'est assez intéressant par rapport à la notion de joie ou d'être heureux. Je lirai de temps en temps des passages qui concernent justement les possédés, et on voit tout de suite le style, comment dire, en même temps profond, il y a une sorte d'humour noir, et en même temps c'est une limpidité fracassante. Stavrogin, quand avez-vous découvert que vous étiez heureux? Donc il demande ça à Kirillov, donc l'ingénieur qui va se suicider pour devenir Dieu. Et Kirillov répond, mercredi dernier, dans la nuit, à 2h35. Alors, cette pensée se précise, Kirillov reprend et va répondre à une autre question de Stavrogin qui dit vous croyez la vie future? Alors Kirillov répond non, pas la vie future éternelle, mais à la vie éternelle ici même. Ici même, oui, alors attention à la réponse, certains instants, une joie qui, si elle durait plus de 5 secondes, en mourrait. Alors, vous voyez cette thématique, Camus, il a une tendance pour expliquer son point de vue philosophique. Donc, d'une part, de créer une œuvre aussi philosophique en tant d'essai, mais en même temps de la vulgariser avec une pièce de théâtre. Alors, on a pris l'exemple, si vous voulez, le malentendu. Alors, le malentendu, c'est une fabrication qu'on pourrait appeler ad hoc, faite sur mesure, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'absurde. Ensuite, on a une couche supérieure, c'est Caligula. C'est-à-dire que là, cette fois, Camus va rentrer dans le cadre herméneutique, c'est-à-dire qu'il va utiliser un événement réel, donc la présence de Caligula existe, mais il va l'interpréter. Et il va l'interpréter dans le cadre du monde de l'absurde. En fait, il va faire la même chose, justement, dans cette couche, cette fois dans le cadre dramatique, pour tenir la même lignée de pensée. Il va créer les justes à partir d'un événement qui existe en 1905. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est la révolution qui a échoué. Ce n'est pas la révolution bolchevique. La révolution bolchevique n'intéresse pas Camus, parce que pour lui, c'est simplement un régime totalitaire.
Donc il s'intéresse à une révolution qui était juste, digne et ratée. Alors, ça, on pourrait le réinterpréter en disant que finalement, c'est peut-être aussi un cas, un peu plus, de suicide, et cette fois, c'est la révolution qui s'est suicidée. Le problème, souvent, avec les révolutions, pour Camus, c'est qu'elles commencent bien. Les révolutions commencent toujours bien. Et l'autre problème beaucoup plus grave, c'est qu'elles se terminent toujours mal. Alors, son point de vue, c'était de dire, est-ce que justement avec les justes, il va prendre un exemple concret, et il va poursuivre donc dans la couche supérieure, on n'a pas indiqué de nom, puisque ce n'est pas écrit dans un texte de Camus. Alors, on a tendance à penser justement que les possédés représentent, donc les possédés de Dostoïevski, mais adaptés au théâtre par Camus, représentent, si vous voulez, la petite case qui manque dans le cadre dramatique au niveau du thème de l'amour. Et vous avez aussi le premier homme qui représente la première étape de cette trilogie. Donc, un roman autobiographique, on en parlera plus amplement ensuite. En tout cas, son idée, c'est pas seulement de fabriquer une pièce de théâtre ad hoc pour expliciter quelque chose, mais d'utiliser aussi un mythe qui existe. Donc ce mythe peut être un mythe d'origine historique, comme dans les deux premiers cas, ou ça peut être une œuvre littéraire comme celle de Dostoïevski. Alors ce qui est important, il y a une combinaison des deux. Chez Camus, on voit toujours, sur le plan philosophique, l'humain et l'humanité. Donc dans Les Possédés, il y a un aspect prophétique dans cette œuvre, puisque évidemment ça va être une critique sur le nihilisme. Vous vous souvenez que Les Possédés ont été écrits à partir d'un prétexte, entre guillemets, de la part de Dostoïevski. Donc c'est la mort, enfin, c'est l'assassinat de l'étudiant Ivanov par le groupe de Nechayev. Et à partir de là, ils vont se poser la question, qu'est-ce que signifie pour un groupe révolutionnaire de mettre en place une révolution quand il est capable d'assassiner ses propres membres? Et donc, cette thématique, ça va être la thématique donc, des possédés, qu'on appelle aussi des démons, suivant la traduction. Et cette thématique est proche, justement, vous comprenez bien, des justes. Donc, qui, contextuellement, du point de vue historique, représente une certaine forme de cette réalité possible décrite dans cet ouvrage prophétique. C'est-à-dire qu'en fait, Dostoïevski meurt en 1881, ces événements vont avoir lieu en 1905, ils vont être écrits en réalité presque 50 ans après par Camus. Donc, vous voyez aussi notre thématique, c'est que dans Les Justes, vous vous en souvenez, Kayaliev, le poète, est un terroriste un peu à part, pas vraiment normal. On a Stéphane, un vrai terroriste, au sens où on pourrait l'entendre, alors que Kayaliev lui-même est d'ailleurs surnommé le poète. Alors il est difficile de ne pas voir en Kayaliev une image d'Albert Camus lui-même, puisque vous voyez bien que dans le monde de la résistance, donc je parle de l'histoire française maintenant, quand il a été journaliste dans le journal Combat, on a quand même trouvé le moyen de l'accuser parce qu'il n'est pas allé dans le maquis. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tous les journalistes sont allés dans le maquis pour pouvoir accuser Camus de ne pas y être allé? C'est un problème. Bien, mais de toute façon, Camus ne s'en défend même pas, et simplement il explicite son positionnement. Il n'est ni Jean Moulin, ni De Gaulle. C'est un journaliste. Donc il considère qu'il fait son travail de résistance dans le cadre de son journal, qui est le journal Combat. Donc il a eu beaucoup de procès d'intention, justement, jamais de procès en appel. Mais bon.
Ce n'est pas grave. Ce qui est important de toute façon, c'est dans ces critiques sociales, c'est ça qui nous rassure, c'est que les sociétés sont des phénomènes de mode, donc heureusement elles passent. Et en fait, elles ne nous pourrissent que le présent et pas l'avenir. Donc elles restent là où elles sont. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart d'entre nous ne savons même plus quel était vraiment le contexte social de Camus. En fait, c'est pas plus mal. Parce que ce qui compte, c'est son œuvre, et pas forcément ce qu'il a dû traverser et subir au niveau des critiques. Alors, dans le cadre quand même de ces critiques, c'est assez intéressant. On a eu aussi la critique du Parti communiste officiel, à l'encontre de Camus, qui trouvait quand même qu'il était un peu trop libre, penseur, un peu décalé. Et justement, c'est là qu'on retrouve bien l'analogie, si vous voulez, chez Kanaïev dans Les Justes. C'est-à-dire qu'il fait partie du groupe, il est bien de ce côté, mais on trouve quand même qu'il est différent. Et effectivement, chez Camus, il y a toujours cette différence, on le voit aussi dans la peste avec le médecin, mais et l'étranger qui nous est si proche, si familier et si étranger. Pourquoi il est étranger, En réalité, ce n'est pas un vrai étranger, c'est un étranger dans le décalage de son positionnement. Il est toujours décalé. Il aurait pu être, on aurait pu l'appeler cette œuvre le décalé, ou le désaxé. C'est même arrivé. Dans le cinéma américain, on a même vu les Misfits. Bon, alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'étranger, il faut être étranger à quelque chose. Mais quand c'est complètement étranger, ça n'a rien à voir. L'étranger, eh bien, c'est pas qu'il n'a rien à voir. Au contraire, il a à voir avec nous, mais son positionnement est toujours différent. Alors, dans ce cadre-là, on retrouve, si vous voulez, plus le point de vue qu'on a chez Steinbeck. Vous voyez? Par exemple, Les souris des hommes, Les raisins de la colère. Vous avez ces thématiques qui sont assez proches. Une autre thématique qui est importante pour comprendre l'opposition de Camus face au régime totalitaire, même dans cette écriture, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'œuvre de Kafka. D'accord? Donc, il éprouve une très grande admiration envers le procès et le château. Donc, on disait tout à l'heure que Camus a connu les procès d'intention et sans doute aussi les châteaux de cartes. Parce que, vu les critiques qu'il a subies et vu qu'il ne reste plus rien, c'est de ce genre-là. Alors, pourquoi ce monde kafkaïen où on a l'impression qu'il est proche, en même temps il n'est pas proche? Vous voyez que Camus prévoit une troisième couche alors qu'il écrivait encore la seconde. Donc on n'est pas du tout dans ce même genre de registre. On a cette tendance aussi à penser, comme quand on lit du Ionesco, on a ce sentiment d'absurde. Chez l'UNESCO, il y a l'absurde ou l'absurde. Chez Camus, l'absurde, c'est parce qu'il appartient à la vie. Ce n'est pas un but en soi. Il faut le gérer. Donc, c'est sa gestion qui va transformer l'homme. S'il arrive à le gérer, alors il va finalement se révolter. S'il n'arrive pas à le gérer, pour le résoudre, il va se suicider. C'est ce positionnement qu'on voit très clairement dans ce texte de nouveau. Je vais vous lire de nouveau des extraits, juste pour vous appâter, vous inciter à le lire, parce que vous savez qu'on a tout lu de Camus, on est toujours... bon, on se demande, est-ce qu'il faut lire encore autre chose? Alors, oui, Camus répond oui. Il faut simplement que je retrouve la page à plusieurs endroits. Si je ne le trouve pas, je la réécrirai. De l'interpréter pas mal. Voilà. Vous vous couchez au petit jour, toujours, depuis longtemps, la nuit je réfléchis. Donc il y a plusieurs d'entre vous qui doivent certainement dire moi aussi.
Grigoriev continue donc. Toute la nuit, oui, il le faut. Voyez-vous, je m'intéresse aux raisons pour lesquelles les hommes n'osent pas se tuer. Bon. Alors, Grigoriev est le personnage normal, c'est vous. Que quelqu'un pose des questions, n'ose pas. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de suicides? Kirillov distrait. Normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus. Oui, alors, vous avez au départ un échange qui pourrait être mis dans un contexte de type kafkaïen, on pourrait dire que c'est un débat sur l'absurde, mais en fait, quand ça continue, on sent tout de suite que c'est calme, c'est pas du tout le même registre. Donc, Grigoriev continue, et qu'est-ce qui empêche, selon vous, les gens de se tuer? Voilà, c'est ça, là on va rentrer dans l'espace rémusien, la souffrance. Ceux qui se tuent par folie ou désespoir ne pensent pas à la souffrance, mais ceux qui se tuent par raison y pensent forcément. Et alors, il donne un exemple très clair, Kirillov. Imaginez une pierre grande comme une maison qui tombe sur vous. Vous n'auriez pas le temps de rien sentir, d'avoir vraiment mal. Eh bien, même comme cela, on a peur et on recule. Vous voyez? Alors, il essaie de dire finalement que ce n'est même pas la raison qui nous empêche de nous suicider. C'est en fait, c'est l'irrationnel. En fait, la raison, c'est pour ça que d'ailleurs le mythe de Sisyphe commence par le raisonnement absurde, la raison, si vous la lisez concrètement, elle aboutit à un paradoxe qui vous dit qu'il faut se suicider. Alors, donc, Kirillov se dit, si tout le monde était raisonnable, on aboutirait à ça. Alors c'est intéressant de retrouver ça justement dans cette thématique du mythe de Prométhée. Vous vous rappelez, dans Prométhée, vous vous rappelez tous de cette erreur. On vous dit, Pandore arrive et donne la boîte. Elle ouvre la boîte, il y a tous les mots de l'humanité qui sortent, et puis elle la referme, et il y a l'espoir qui reste dedans. Vous vous en rappelez ça? Vous l'avez même vu. Certains ont dû le subir à la fac, et d'autres même l'enseigner. Mais c'est faux, c'est pas le vrai mythe. C'est pas ça le vrai mythe. Le vrai mythe, c'est que avant que l'espoir ne sorte, l'humanité entière décide de se suicider. Et c'est quand l'espoir sort, et dans le mythe grec, il est accusé d'être le plus grand mot de tous les mots, l'espoir, va convaincre l'humanité de continuer à vivre. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le message, on l'a quand même suffisamment déformé pour pas que ça nous dérange. Alors, c'est toujours très drôle, justement, quand on dit c'est l'espoir qui fait vivre. On ne se rend pas bien compte à quel point on est dans le vrai du mythe. Mais on ne sait plus que c'est dû au mythe. Hein? Ou alors il y avait un auteur, cher un ami, qui disait surtout ne jamais oublier que l'espoir fait vivre. Vous imaginez si vous oubliez. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que la rupture qui s'opère en termes de Kirillov, donc on utilise ici dans cette conférence les possédés par rapport au mythe de Sisyphe, parce que quand vous lisez évidemment le mythe de Sisyphe, vous n'avez pas forcément lu les possédés, mais si vous avez lu les possédés, vous n'avez pas forcément vu ce que Camus veut retenir des possédés en droit, qu'il y a d'autres que je n'ignore pas. Comment l'expliquer sinon en reconnaissant que les premiers intéressent et trahissent un peu le sujet qui me tient le plus à cœur. Alors c'est assez drôle, toujours chez Camus, donc Brice Parrain prétend souvent que ce petit livre contient ce que j'ai écrit de meilleur. Parrain se trompe. Je ne le dis pas connaissant sa loyauté à cause d'impatience qui vient de artiste devant ceux qui ont l'impertinence de préférer ce qu'il a été à ce qu'il est. Non, il se trompe parce qu'à 22 ans, sauf génie, on sait à peine écrire.
Mais je comprends ce que par un savant ennemi de l'art et philosophe de la compassion veut dire. Il veut dire, et il a raison, il y a plus de véritable amour dans cette page maladroite que dans toutes celles qui ont suivi. Alors, c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours ce positionnement paradoxal. Alors, pour essayer de le voir du point de vue plus philosophique et dans un cadre plus formel dans le schéma mental, l'absurde conduit au raisonnement. On a l'impression, dans un premier temps, que l'absurde, c'est une fin en soi. Si c'est une fin en soi, cette fin ne peut être que le suicide. C'est ce qui est décrit par Camus dans ses autres textes. Donc, quand l'absurde parvient au raisonnement, on obtient justement le raisonnement par l'absurde, on arrive à une déduction. Donc, cette déduction peut amener justement à la révolte, à la nécessité de la révolte, à la nécessité de la révolte pour accéder à la liberté. Alors, la liberté, ce n'est pas la liberté face à l'absurde, c'est la liberté connaissant l'absurde. C'est très différent. C'est très différent, et c'est ce qu'on va voir justement tout au long de ces textes. Alors, je redescends un peu. Voilà. Encore plus bas, on va revenir à ce qu'on là. Donc, si on le voit en termes d'absurde, c'est assez drôle par exemple, donc pour le fusionner avec l'aspect pied noir, c'est assez drôle pour un pied noir d'écrire un étranger. Alors, on pourrait dire aussi, et je pense que ces nouvelles font partie de la troisième couche, même si elles sont un peu négatives au premier abord, l'exil et le royaume. Dans l'exil et le royaume, vous avez une très belle nouvelle qui est manifestement entre un pied noir et un arabe. Alors, il va l'héberger alors qu'il est en fuite. Donc cet instituteur. On va avoir tout cet aspect tendre avec les dates, les legs, etc. Donc on se dit c'est très convivial. Finalement, il va partir et ensuite l'instituteur va être égorgé parce qu'on va lui en vouloir d'avoir trahi l'autre qui est parti. Alors qu'il a simplement aidé la nourrir. Alors vous avez en fait un phénomène qui est l'absurde. Mais cette absurdité qu'on peut retrouver aussi dans le malentendu, souvenez-vous du malentendu, encore, c'est l'histoire de personnes qui tuent des voyageurs. Donc on se dit, là tu vois bien, c'est classique. Mais si. Et puis un jour, les voyageurs sont de la famille. Mais alors on se dit, bon, ils vont se reconnaître. Non, parce que justement, on va envoyer celui qui n'est pas reconnu. En premier. Et donc, il va y avoir l'erreur humaine, hein, mais qui ne l'est plus quand on persévère. Et ça va provoquer l'absurde. Mais si vous réfléchissez bien, l'absurde, il est toujours associé aussi au sentiment de l'amour. C'est-à-dire que si c'était tellement des étrangers, dans aucun lien de parenté, et des gens qui ne s'aiment pas, on aurait dit que c'était un assassinat, puis c'est tout. On n'aura pas fait toute une histoire, on n'aura pas appelé ça le malentendu, on aura appelé ça l'assassinat, l'exécution. Bien. Donc, le malentendu, c'est dur comme mot, quand même, pour décrire au minimum un double assassinat. Mais c'est ça le thème de l'absurde. C'est-à-dire que dans le monde de l'absurde, c'est un malentendu. On peut tout à fait imaginer un procès de type kafkaïen avec Albert Camus en tant qu'avocat et en disant c'est un malentendu. Il faut le comprendre. D'ailleurs, vous voyez bien, même au niveau de la langue française, entendre, c'est comprendre. Par contre, ne pas écouter, on se demande ce que c'est. Mais bon. Alors, ici, au niveau de ses essais, alors pour dire à quel point il est étranger, c'est intéressant aussi de le relier aux lettres allemandes, lettres à un ami allemand.
Alors là, c'est vraiment encore des lettres qui ont été interprétées, même surinterprétées, comme dirait Umberto Eco, bien trop interprétées. Mais à une époque où tout le monde se tuait, écrire des lettres à un ami allemand, qui sont des lettres en fait qui sont terribles, parce qu'elles sont très gentilles, très sympathiques si vous voulez, mais c'est pire. C'est comme si vous découpiez quelqu'un avec du coton. C'est très long. Alors, ça fait pas mal au début, on se dit. Et puis après, on finit par se lasser. Alors, cette thématique, c'est vraiment l'aspect de l'absurde, c'est-à-dire qu'il y a certains raisonnements qui ne sont accessibles que par l'absurde. Alors c'est assez intéressant quand vous voyez justement Jacques Monod, qui a eu le prix Nobel de médecine, a mis le livre de Sisyphe en préface du hasard de la nécessité, parce que au départ, l'approche de la recherche, sans cette phase de l'absurde, eh bien, elle n'aurait pas abouti. Alors le problème justement dans cette thématique philosophique, qui est une philosophie humaine, d'où la thématique aussi de la conférence, c'est que l'absurde n'est pas la négation de la vie. Et ça, c'est une difficulté quand même, il faut le transcender. Parce qu'on se dit, si c'est absurde, est-ce que ça mérite d'être dit? Est-ce que ça mérite d'être fait? Et je vous dis que la conscience de l'absurde, donc, si vous êtes dans un cadre cognitif et vous considérez que la conscience, c'est la pensée sur la pensée, ça vous dit quoi? Ça veut dire que si vous pensez littéralement, sans penser sur la pensée, sans objet autoréférent, vous n'avez pas accès à cette conscience. Si vous n'avez pas accès à cette conscience, la continuation, c'est la négation de la vie, donc le suicide. L'accès à cette conscience vous permet de dire que vous savez que le monde est absurde. Vous ne vous positionnez pas, vous dites pas c'est grave ou c'est pas grave. C'est une connaissance. Mais en réalité, pour l'univers camusien, c'est une métaconnaissance. Alors qu'est-ce que je veux dire par métaconnaissance, pour ne pas vous perturber plus? Vous savez, quand Socrate dit « je sais que je ne sais pas », les deux utilisations du verbe savoir ne sont pas les mêmes. On a l'impression au début qu'il dit le même verbe, c'est faux. Il ne dit pas que je ne sais rien. Nuance, très important. Et en fait, c'est ça l'enchaînement de la structure autoréférente. Le fait de savoir qu'on est ignorant n'est plus une forme d'ignorance, mais n'est pas encore une forme de savoir. Donc, chez Camus, on peut le retrouver, effectivement, c'est qu'il y a une nécessité de l'absurdité, le monde est comme ça, on le voit très bien justement décrit dans Caligula, où tous les gens considèrent que Caligula est fou, alors que Caligula est simplement l'homme connaissant avec sagesse l'absurde, et donc agissant comme tel. C'est une autre façon de voir Kirillov. C'est-à-dire que Kirillov décrit consciemment, consciencieusement, son activité intellectuelle par rapport à ce positionnement, pourquoi les hommes ne se tuent pas. Et s'ils se tuent, pour quelles sont les raisons. Donc on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a une très grande réflexion de la part de Caligula, tous les gens qui sont autour de lui, on trouve qu'ils sont quasiment normaux, qu'ils nous ressemblent, et en réalité, si on se place dans un contexte camusien, on se dit, mais puisqu'ils savent que c'est absurde, ça sert à quoi qu'ils fassent tous ces mouvements? Regardez. Donc c'est toujours la plaisante sagesse de Net, qui est très subtile par rapport à ça. Elle dit toujours, on dit toujours que la mort est difficile, et on finit tous par y arriver. Vous voyez? Bon, c'est vrai, la phrase est totalement vraie, mais vous voyez bien qu'au début, c'est une phrase qui est simplement, on pourrait dire, une sorte de principe, alors que la deuxième partie de la phrase est une réalité. Mais coller ce principe à cette réalité vous provoque une plaisanterie. Mais la plaisanterie, oui, c'est cette forme d'humour,
c'est aussi l'acceptation que tout n'est pas lumière. Et justement, chez Camus, on le voit bien, il va même faire jusqu'à ce jeu de mots avec le médecin, que le médecin n'est pas un saint dans la peste, ce n'est pas par hasard. Et c'est pareil, quand il va dénigrer, quand la peste va devenir un élément féminin à part entière, un personnage à part entière, donc va être le régime totalitaire en état de siège, bien, c'est ça son point de vue. Il ne faut pas voir ça simplement au premier abord. C'est le second qui va être important. Et l'important, c'est quand même qu'il y a une suite après l'absurde. Alors, pour vous dire de façon plus théâtrale ce que je veux dire par là. Vous vous rappelez un moment que Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Et d'ailleurs, en dessous, quelqu'un du théâtre italien a écrit « Nietzsche est mort », signature Dieu. Mais reprenons « Dieu est mort ». Si je vous dis par exemple « Dieu est mort », vous pourriez me dire qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous êtes d'accord? On a l'impression que c'est final. Bon. Mais si vous jouez vraiment le jeu, et vous dites que Dieu est vraiment mort, on pourrait se poser tout de suite la question, mort de quoi? Oui, on s'arrête en fait à la phrase de Nietzsche et on se dit, c'est quand même gros, c'est un sacrilège, c'est... Bon, mais d'accord, mais supposons qu'on l'utilise comme modèle mental. Oui, donc je vous redonne un exemple de mathématique, je reviendrai à cet exemple-là. Jusqu'au 19e siècle, toute l'humanité parlait de l'infini sans savoir ce que c'était. Il a fallu que Cantor arrive pour dire ce que c'était l'infini. D'accord? Georg Cantor est le premier à dire la question suivante. Si on touche l'infini, qu'est-ce que ça fait? Et Cantor a découvert que du point de vue mathématique, si vous touchez l'infini, il y a une infinité d'infini. Alors, jusqu'avant Cantor, on disait l'infini, c'est le but ultime. Arrive Cantor et dit, imagine que tu atteignes le but ultime. Ça provoque quoi? Une infinité d'infini. Est-ce qu'on peut les classer? Oui, on peut les classer d'une infinité de manières. Est-ce qu'on peut trouver une hiérarchie? Oui, c'est la hiérarchie de Cantor. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a réussi à transcender cette étape et aller plus loin. Donc je reviens sur le schéma. Dieu est mort. C'est mort de quoi? Imaginons que Nietzsche ait eu raison à un moment. C'est pas indélicat de vous demander il est mort de quoi? Non, c'est bien ce que vous faites pour des amis. Dieu est quand même un ami. Donc, et finalement, on pourrait se dire, il est mort de maladie. Mais il ne peut pas être mort de maladie, puisque c'est Dieu. Hein? Et il ne peut pas non plus être mort par accident, puisqu'il sait tout. Oui, donc, si vous continuez ce raisonnement, vous allez aboutir à une idée toute simple, c'est que Dieu s'est suicidé. Et il ne peut pas mourir autrement. S'il est mort. Oui, alors, si je vous donne ce schéma, on arrive maintenant que Dieu s'est suicidé. Pourquoi? Oui, alors, ce que j'essayais de vous dire, c'est que quand vous lisez le mythe de Sisyphe, certains d'entre vous ont eu peut-être du mal en disant que c'est quand même un peu abstrait, puis c'est un sujet qui n'est pas très intéressant. Et si vous revoyez le contexte, je crois que Joël a toujours prié, c'est sa façon à lui de devenir Dieu. Mais si vous revoyez le contexte, vous voyez très bien que ça date de 1942. Or, Camus, il est mort quand même en 1960, il a continué à écrire. Et ça, c'est vraiment l'élément de base. Donc, je vous relis la phrase, apparemment, vous êtes robuste face à l'absurde, vous êtes encore là. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il se soit intéressé à autre chose après. Vous voyez, mais on a du mal à se dire qu'est-ce qu'il a pu faire sur tous ses livres. Et vous voyez qu'ensuite, donc, quand il va faire les possédés, qui a été joué donc, le 30 janvier 1959. Hein? Il est mort en 60, le 4 janvier. Bien. Alors, quand vous
vous lisez ensuite les possédés et vous lisez toute cette thématique par rapport à Stavrogin. Oui, pour faire un civet, il faut un lierre. Ne rigolez pas tout de suite. C'est la phrase qui vient ensuite. C'est pour croire en Dieu, il faut un Dieu. Bon, alors, et ça continue comme ça. Donc, et cette thématique-là, qui est vraiment la plus proche, si vous voulez, c'est pour ça qu'il a été autant touché par les possédés de Dostoïevski. Parce que, attention, hein, par rapport à la mort, on a l'impression que la mort est toujours finale. C'est assez intéressant. Alors là, c'est Pierre et Stavrogin. Rien à voir. Pierre est simplement un imbécile, Stavrogin, donc c'est notre mélodie. Alors, Pierre, je le suis, donc vous êtes méchant, je le suis, mais moi, je ne vous ai pas giflé. Stavrogin, c'est ça intéressant, la thématique. Si vous leviez une main, regardez le schéma mental, hein. Si vous leviez une main, je vous tuerai sur le champ. Ouais. Vous savez très bien que je peux le faire. Faites attention au verbe. Pierre, je sais, mais vous ne me tuerez pas parce que vous me méprisez. Vous dites, c'est terminé. Non, c'est vrai. Vous êtes perspicace. Oui, alors, ce genre d'échange par rapport à la mort n'est pas une fin en soi chez Camus. Le problème, c'est, on sait qu'on va mourir, le problème, c'est comment on va mourir. Et donc, sa problématique, c'est pas pourquoi les gens sont mortels. C'est pas un problème philosophique, ça. C'est pourquoi ils accèdent à la mortalité. Par leur bon vouloir, des fois. Et c'est une question qui est quand même fondamentale. N'oubliez pas que dans le cadre religieux, le suicide est interdit. Donc, on peut se poser la question, justement, pourquoi? Je ne vous demande pas de répondre dans le cadre de cette conférence, mais c'est pour vous dire quand même que ce n'est pas une question comme ça, tiens, il a envie de faire du théâtre, il a voulu faire un bon mot, c'est pas ça, c'est quand même quelque chose qui traverse l'histoire de l'humanité. Donc, vous avez d'une part les religions qui vous disent le suicide c'est interdit, et ensuite vous avez Camus qui vous dit, sur le plan philosophique, le seul problème qui est vraiment important, c'est le suicide. Et effectivement, c'est important, parce que pourquoi l'interdire si ce n'était pas si important que ça? Et si ça n'arrivait pas aussi souvent, et bien trop. Donc, du point de vue politique, c'est, si vous voulez aussi, le refus du nihilisme. Donc, vous savez que le nihilisme est une tendance de l'anarchisme, donc une tendance négative. Donc, évidemment, dans une société, souvent, on a l'impression que l'anarchisme est toujours négatif. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a un anarchisme positif, puisque ça a même été créé. On avait vu une gestion anarchiste en Russie et aussi en Espagne. Évidemment, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont peur des anarchistes, Franco s'en est occupé. Donc, ça existe. C'est positif. Ça peut exister. Et le point de vue, justement, de Camus, qui pourrait être interprété comme un anarchiste au milieu de communistes. C'est-à-dire qu'il était à gauche, mais il était décalé à gauche. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que quand vous regardez le mouvement des internationales, rapidement, une des premières choses qu'elles ont faites, c'était de virer les anarchistes. C'est quand même drôle, si vous réfléchissez au concept. D'accord? Donc, les premiers à être au sommet de sortir du cadre, ben, c'est justement ceux qui sont un peu décalés. Et d'ailleurs, il le dit très bien à un moment. Donc, Pierre, toujours, mais avant, il y a un dialogue avec Stavrogin, et Stavrogin répond de façon un peu tonitruante. Excellent programme, mais je connais une bien meilleure manière de cimenter ce joli groupe. Donc, ce groupe de terroristes nihilistes, pousser 4 membres à tuer le 5e, sous prétexte qu'ils nous charment et ils seront liés par le sang. Mais je suis bête. C'est bien votre idée, n'est-ce pas? Je voulais faire tuer Château. Alors, donc c'était un peu la thématique qu'a pris au départ de Dostoïevski, en disant justement, on a un groupe révolutionnaire qui dit on peut tout changer dans le monde, on va le changer, etc. Et en réalité,
quand ils essaient de passer à l'action, on a ce genre de problème. Alors le refus, si vous voulez, de Camus par rapport au nihilisme, et c'est un peu le refus philosophique par rapport au suicide, il considère, si vous voulez, que le nihilisme est l'aboutissement logique d'une conception sociale. C'est-à-dire qu'en fait, la société ne vaut rien, il faut passer par la table rase pour la reconstruire. Mais il dit, si vous faites juste ça, vous reconstruisez la société. Et le paradoxe qui est produit, c'est vous voulez faire ça pour tout le monde, pour que tous les gens soient égaux, même ceux qui ne le veulent pas. Et en fait, il le décrit très bien, on passe, si vous voulez, d'une solution normalement utopique à une solution idéale pour arriver à un despotisme. Parce que c'est une contrainte. Et c'est le problème en fait de Camus. Camus a toujours été trop libre. C'est intéressant justement, même quand il parle de Jean Grenier, qu'il a aimé, il disait c'est bien d'avoir suivi Jean Grenier, ça aurait été mal de le suivre encore, mais ce ne serait pas bien de l'oublier. C'est très clair. C'est-à-dire qu'en fait, on a un changement de phase. C'est pareil, en fait, ce qu'il va faire en termes de suicide. C'est-à-dire que, effectivement, Sisyphe va comprendre qu'il est libre à partir du moment où il va comprendre que le monde est absurde. Donc, les gens se disent, il monte le rocher, quel est l'intérêt, puisqu'il sait qu'il va redescendre. C'est parce qu'il le sait. Donc, l'accès à la métaconnaissance est une fin heureuse. Socrate est mort heureux. D'ailleurs, c'est assez drôle, pour employer encore ce terme, que Socrate s'est suicidé. Mais Socrate ne s'est pas suicidé seul. Il a accepté d'être suicidé. Donc, pourquoi? Parce que l'accès à cette connaissance, c'est-à-dire que les rhétoriciens savaient beaucoup de choses, enseignaient beaucoup de choses. C'est clair. Socrate n'enseignait rien. C'est clair aussi. Mais lui le savait. En fait, quand on fait beaucoup de choses, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de fondamental. Et là, c'est le problème en fait de Camus. Donc il va se reconcentrer sur cet objectif et se dire quel est son positionnement. Et c'est assez intéressant de voir que Camus fait partie des rares auteurs, penseurs, philosophes qui se sont positionnés systématiquement, même au sein de leur société. C'est-à-dire que avec le régime de Franco, il a pris position, avec le régime nazi, il a pris position, dans la guerre d'Algérie, il a pris position. C'est pas, si vous voulez, l'intellectuel humaniste qui est dans sa bibliothèque, il n'intervient jamais à rien, qui se pose aucune question, et qui se dit moi je continue à faire mon travail. Non, non. Il y a véritablement un positionnement dans l'histoire, qui est aussi ancré dans l'histoire par des événements. On l'a accusé aussi, c'est des problèmes qu'il a eu justement pour la guerre d'Algérie, quand il a dit justement contre la justice et ma mère, vous savez bien ce qu'il choisirait. Alors, je vais vous donner un exemple si je le retrouve. Vous voyez, je persiste, hein, je continue toujours dans le même livre. Donc je le fais à la façon de Socrate. On accusait à un moment Socrate, vous savez, il disait toujours la même chose. Quand Socrate répondait, je dis la même chose de la même façon. Au moins c'était clair. Alors, alors c'est un moment, ils sont en train de parler avec le château qui lui explique comment il le voit. Et en le voyant comme ça, l'autre est